Avec cette question ce soir, sera-t-il possible un jour de contrôler la météo, faire pleuvoir sur commande, éviter la grêle ou encore maîtriser les orages? Une question sur laquelle se penchent de plus en plus de pays pour différentes raisons, on va le voir. Alors demain, qui fera la pluie et le beau temps? On en parle avec nos deux invités. Franck Galland, vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique et puis auteur de Guerre et eau, votre dernier livre sorti aux éditions Robert Laffont. Avec nous également Jean-Pierre Wolf, physicien franco-suisse et professeur à l'Université de Genève. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de TV5. Franck Galland, je vous pose la première question avec un chiffre. Tout d'abord, les 2/3 de la population mondiale pourraient manquer d'eau d'ici 2025. L'eau, un bien donc de plus en plus rare sur notre planète. Est-ce que c'est devenu un enjeu stratégique et sécuritaire, cette question de l'eau? Entièrement. L'eau devient un sujet de sécurité collective. On estime qu'à l'heure où on se parle, 1 milliard d'individus vivent dans des zones soumises à pénurie hydrique, c'est-à-dire disposant de moins de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables. Très clairement, des zones où il ne pleut plus ou pas beaucoup. On va regarder dans un instant un reportage concernant ces modifications et cette recherche de l'eau. Mais Jean-Pierre Wolf, avant ça, je voulais vous parler de la Chine qui a annoncé un vaste programme de modifications météorologiques en fin d'année dernière. Objectif, lutter contre la sécheresse, éviter la grêle ou encore augmenter les rendements agricoles. La Chine, elle est actuellement en pointe sur ce sujet. Ah, tout à fait. Depuis les Jeux Olympiques de 2008, ils ont consenti un effort absolument phénoménal pour ensemencer les nuages et faire pleuvoir sur le nord du pays. Et j'ai entendu en début d'année qu'ils envisageaient de couvrir une surface qui était à peu près égale à la surface de l'Inde. Ce qui serait effectivement très très important. Alors on parle de l'Inde, mais il y a d'autres pays en plus de l'Inde et de la Chine. Je vous propose justement de regarder ce reportage de nos confrères de France 2, reportage datant de 2017, mais qui montre l'ensemble des projets passés et à venir. Regardez. C'est le pari de dizaines de scientifiques. Dans plusieurs pays frappés par la sécheresse, ils cherchent par tous les moyens à intensifier les pluies. Comment procèdent-ils? Contraindre un nuage à libérer ses gouttes, est-ce vraiment possible? Les Émirats arabes unis sont en première ligne dans ce domaine. C'est l'un des pays les plus arides. Il pleut là-bas 10 fois moins qu'en France. Mais depuis quelques années, le pays pense avoir trouvé la solution grâce à ses avions. À leur bord, ces drôles d'engins, des fusées remplies de cristaux de sel. L'avion décolle et une fois dans les nuages, déclenche ses fusées. Il libère ainsi ces cristaux de sel au milieu d'un nuage rempli de petites gouttes. Par un processus physique, les gouttes vont s'agglomérer autour du sel, former une condensation, grossir et tomber au sol. Ce n'est que quand il y a des conditions qui sont favorables à la formation de la pluie, qu'à ce moment-là, on augmentera le rendement de cette précipitation. Et au lieu d'avoir par exemple 20 mm, on en aura 25 ou 30. Chaque vol coûte environ 3 000 €. Ensemencer les nuages, la technique n'est pas nouvelle. Les premiers essais datent de 1946. En Thaïlande, pour devancer la saison des pluies, le sel est jeté directement depuis l'avion et libéré dans les nuages. Les montagnes favoriseraient la pluie. Alors les Émirats arabes unis ont décidé d'en créer une artificielle. Elle pourrait ressembler à cela. Ils réfléchissent actuellement à son emplacement, sa hauteur et sa largeur. Le projet pourrait coûter 100 milliards de dollars. Franck Galland, je vous voyais sourire un petit peu en voyant ce reportage, puisque vous disiez, c'est pas vraiment nouveau effectivement, cette recherche de la pluie à tout prix. En 1932 était créé à Leningrad, donc en Russie soviétique, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, le premier institut pour faire pleuvoir. Et puis en 1946, M. Schaeffer, qui était ingénieur chez General Electric, a inventé cette technologie et très vite le Pentagone s'est forcément intéressé à la question. Et dès 1947, le programme Cyrus était lancé, programme militaire destiné à faire pleuvoir sur l'ennemi et qui a du reste été utilisé fin des années 60, début des années 70 contre le Viet Cong au Laos et au Vietnam. On va revenir dans un instant avec vous sur ces conséquences militaires de cette recherche de pluie. Avant cela, Jean-Pierre Wolf, est-ce qu'il y a d'autres techniques que l'ensemencement, comme on vient de voir dans ce reportage, pour aller chercher la pluie, justement? Oui, alors c'est effectivement un sujet sur lequel on travaille.
parce que c'est clair que quand on envoie des nanoparticules, que ce soit d'ailleurs du sel ou plus classiquement du iodure d'argent dans l'atmosphère, ben, on pollue l'atmosphère, on dépose des métaux lourds, etc. Et notre approche est de remplacer cette pollution chimique par des lasers et donc en fait ioniser l'air, utiliser les ions comme germes de condensation plutôt que des agents chimiques. Justement, vous travaillez actuellement, il me semble, sur ce processus-là pour le valider un petit peu plus tard, hein, c'est ça? Tout à fait. On est en fait actuellement en campagne de mesure sur le Sentis, qui est une montagne en Suisse de 2500 mètres, mais alors pour une autre application qui est plutôt de contrôler la foudre, toujours avec des lasers. Jean-Pierre Wolf, est-ce qu'il pourrait y avoir, avec les techniques actuelles, des risques sur la santé des personnes? Alors, des expériences qu'on a menées jusqu'à maintenant, probablement pas. Bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, si on utilise des particules chimiques et qu'on asperge les nuages en très grande quantité avec ces nanoparticules, il y aura des conséquences, c'est sûr. Donc c'est un petit peu ça contre lequel on se bat. Parce que les quantités sont très importantes. Ils sont envoyés par des fusées de type roquettes utilisées dans la défense habituellement, ou alors par des avions, et les quantités sont très très conséquentes. Donc il y a non seulement le côté éthique, le vol de l'eau, un peu comme le disait notre collègue tout à l'heure, il y a aussi le côté polluant et la pollution à long terme des sols. Franck Galland, le vol de l'eau, c'est l'un des autres volets de cette recherche de la pluie à tout prix. Il y a clairement un sujet éthique derrière tout cela. Alors, le détournement de nuages, détournement de la météo à des fins de souveraineté et à des fins militaires est normalement encadré par un traité signé en 1977, ratifié par 120 États. Mais dans les faits, vous voyez par exemple le sujet que soulevait le professeur Wolf tout à l'heure sur cette volonté de l'État chinois d'utiliser quasiment 1,5 fois la superficie de l'Inde pour se lancer dans les programmes d'ensemencement de nuages, inquiète beaucoup l'Inde au sud, puisque depuis le Tibet, si des campagnes de tir ont lieu effectivement pour ensemencer les nuages, les conséquences risquent d'être sur le Brahmaputra, qui est l'artère fémorale, une des artères fémorales de l'alimentation en eau de l'Inde. Parce que son agriculture dépend de la mousson en Inde. Je dirais l'usage de l'eau en Inde à 80% se fait à vocation agricole, mais également à vocation domestique, à vocation industrielle, à vocation de refroidissement. En tout cas, l'eau est un sujet de sécurité et de souveraineté en Inde. Et effectivement, les Indiens sont très très vigilants à ce qui peut se passer en territoire chinois, c'est-à-dire au Tibet, par rapport à la fois sur le détournement des fleuves, je pense au Brahmaputra, mais aussi à l'utilisation des nuages. Vous savez, cette utilisation de la météo à des fins nationales est forcément inquiétante. Ça rappelle étrangement, je dirais, cette vieille bande dessinée d'Edgar P. Jacobs, Black et Mortimer, SOS Météore, où on a le vilain Ulrich et le professeur Milok qui effectivement font pleuvoir sur l'Europe occidentale. Donc ça a de tout temps inquiété, et le fait que l'homme veuille se prendre pour Zeus, à savoir le dieu des dieux qui fait pleuvoir, et aussi le dieu de la foudre et du tonnerre. Ça, c'est particulièrement inquiétant à mon sens. Mais selon vous, c'est le nouveau rêve des grandes puissances de contrôler la pluie, justement? Clairement, aujourd'hui, les armées de l'air nationales, à la fois de grandes puissances, mais d'États comme le Mexique, par exemple. Le Mexique a donné très récemment, compte tenu de la situation de sécheresse, vocation à son armée de l'air de lutter contre la sécheresse par l'ensemencement de nuages. Taïwan, qui connaît aujourd'hui une rare, parce que c'est un pays quand même tropical, en tout cas connaît une raréfaction de sa ressource et se met à utiliser l'ensemencement de nuages à partir de ses 130 de son armée de l'air. Donc à la fois de grandes puissances, effectivement comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis, mais également de pays confrontés à une rareté de la ressource. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui les programmes les plus ambitieux dans le domaine sont aux Émirats, puisque les Émirats voient dans cette technique d'ensemencement de nuages les mêmes types de solutions que le dessalement ou la recharge artificielle de nappes. Jean-Pierre Wolf, je rebondis sur un début de réponse que vous nous avez fait tout à l'heure. Est-ce qu'au-delà de la pluie, est-ce qu'on pourrait aller un jour plus loin
contrôler la grêle, la puissance de la grêle, les températures, voire la foudre, comme vous disiez, et pourquoi pas un jour la puissance du soleil. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce contrôle de la météo ? Alors, bon, premièrement, notre objectif est clairement pas des effets de type géo-engineering dans le cas du contrôle de la foudre. Hein. Dans le cas du contrôle de la foudre, c'est de protéger des installations sensibles des impacts de foudre, et donc en particulier des aéroports, des parcs d'éoliennes, des grandes manifestations avec des grandes densités de population, etc. Donc l'idée n'est pas du tout de modifier vraiment la météorologie, mais plus de protéger des sites sensibles. Et puis l'autre chose, je pense qu'il faut quand même bien distinguer la géo-ingénierie, où l'idée est d'avoir des effets à long terme sur le climat et donc quelque part compenser les modifications climatiques actuelles à long terme. Donc je pense à faire des sortes de parasols contre le rayonnement solaire ou la capture du CO2, etc. Ça, c'est typiquement du géo-engineering qui est dédié au climat. Et puis les actions qui sont faites plus pour diminuer les impacts de ces changements climatiques, et là, qui sont plutôt des effets météorologiques, des événements extrêmes. Donc l'idée, c'est plutôt d'empêcher les types d'inondations qu'on a vues la semaine dernière. Franck Galland, il nous reste 20 secondes. Vous complétez la réponse de Jean-Pierre Wolf, c'est ça, éviter ce qu'on a connu là en Europe ces derniers jours, c'est ça le défi de demain. Ça fait clairement partie des solutions, effectivement, et surtout sur le contrôle de la foudre et des impacts que les orages peuvent avoir sur des infrastructures vitales. Merci messieurs, merci à tous les deux, Franck Galland et Jean-Pierre Wolf, pour toutes ces excellentes explications. On sait beaucoup plus clair maintenant. Merci à tous les deux.